J'ai passé toute ma vie à donner de l'amour, du temps, de l'argent, à me donner moi-même, jusqu'à ce soir où, au-dessus d'une table remplie de plats que j'avais achetés, j'ai entendu quelque chose qui m'a brisé à jamais. Ce n'est pas juste une histoire d'humiliation, c'est une histoire de réveil. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre maison, cette histoire est pour vous. Raconter cette partie de ma vie est encore difficile pour moi aujourd'hui, mais savoir qu'il y a des gens qui écoutent et qui comprennent m'aide beaucoup. Si vous pouviez prendre un moment pour cliquer sur le bouton j'aime, cela signifierait énormément pour une vieille dame qui ouvre son cœur, cela me permet de savoir que je ne suis pas seul. Je me souviens encore du tintement des verres en cristal, du léger fond de jazz qui flottait dans la maison que j'avais payée, de l'odeur du poulet rôti que j'avais assaisonné ce matin-là. Cuisant doucement pendant que je faisais les courses pour un dîner auquel je n'étais même pas censé participer, mais j'étais là parce que Chloé avait oublié de me dire que ses parents venaient encore, et que la maison devait être parfaite, encore une fois. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas rester, j'aurais dû deviner ce qui allait arriver au moment où sa mère m'a regardé avec ses yeux mi-curieux, mi-condescendants, et a demandé « Et vous êtes ?» Chloé n'a pas hésité une seconde, « Oh » dit-elle en riant comme si c'était la chose la plus drôle du monde, « c'est Madeleine, notre boniche officieuse, c'est elle qui fait tourner la baraque. » Tout le monde a ri, même mon fils, je suis resté là, tenant la bouteille de vin vide que j'avais remontée de la cave, j'ai souri poliment comme si je ne sentais pas le sol se dérober sous mes pieds, comme si mon cœur ne s'effritait pas morceau par morceau. Je me suis excusé, j'ai posé la bouteille sur le comptoir et j'ai marché lentement vers ma chambre, ils continuaient de rire derrière moi, pas un seul d'entre eux, pas même mon propre fils, n'a pris la peine de la corriger, de dire c'est ma mère, de dire quoi que ce soit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, je me suis assise au bord de mon lit, fixant la porte que j'avais peinte moi-même il y a des années quand nous avons emménagé, je me suis souvenu du jour où j'avais signé cet acte de vente, mon nom, mon crédit, mon apport personnel. Thomas venait d'obtenir son diplôme d'école de commerce, Chloé n'était même pas encore dans le tableau, il n'avait rien, je leur ai tout donné, et maintenant j'étais la bonne. Le lendemain matin, j'ai fait le café comme d'habitude, j'ai nourri le chat que Chloé faisait semblant d'aimer, et quand elle est descendue dans sa tenue de yoga, trop occupée sur son téléphone pour dire bonjour, je suis resté là et j'ai attendu. Elle a levé les yeux, finalement, je lui ai tendu les clés, toutes les clés, la porte d'entrée, celle de service, le garage, la boîte aux lettres. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé, ses sourcils manucurés froncés. J'ai souri, bonne chance pour payer le crédit immobilier maintenant. Elle a cligné des yeux, quoi ? Je suis passé devant elle, j'ai traversé le couloir, passé devant les photos que j'avais encadrées, les meubles que j'avais choisis, les murs que j'avais peints, je n'ai rien pris, juste mon sac à main et le manteau que je portais quand j'ai ramené Thomas de la maternité. Je n'ai même pas dit au revoir. J'ai entendu Thomas appeler mon nom alors que j'ouvrais la porte, je ne me suis pas arrêté, il a couru après moi pieds nus dans l'allée, mais j'ai continué à marcher, je n'ai pas claqué la portière de la voiture, je l'ai fermée doucement, calmement, parce que quelque chose en moi s'était brisé. Mais pas de la façon dont vous pensez, ce n'était pas de la rage, ce n'était pas du chagrin, c'était de la clarté, et c'était la chose la plus terrifiante de toutes, parce que la clarté est silencieuse, elle ne crie pas, elle ne supplie pas, elle sait, tout simplement. Et je savais pour la première fois de ma vie que c'était fini. Je ne savais pas exactement où j'allais, mais je savais où je ne restais pas. La dernière chose que j'ai vue dans mon rétroviseur était Thomas debout dans l'allée, stupéfait, il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de perdre, et moi non plus, pas encore. On dit qu'on ne réalise pas qu'on se noyait avant de pouvoir enfin respirer. Cette première nuit dans le petit appartement que m'avait laissé ma grand-tante Suzanne, ce n'était pas la liberté, pas encore, c'était le silence, un silence épais et résonnant qui se déposait sur tout comme de la poussière. L'appartement sentait le passé, vieux plancher, papier peint jauni, un vieux radiateur en fonte qui gémissait comme s'il avait connu des décennies meilleures. J'ai posé mon sac sur la table de la cuisine et je suis resté là, incertaine si je devais pleurer ou rire, je n'ai fait ni l'un ni l'autre, je suis juste resté à fixer les carreaux ébréchés, me souvenant du foyer que je venais de quitter, mais ce n'était plus un foyer, pas pour moi. Au cours des jours suivants, j'ai erré comme un fantôme, j'ai dormi sur le canapé parce que le sommier de la chambre était cassé, j'ai mangé de la soupe en briques et du pain rassis, je n'ai appelé personne, pas parce que je n'avais personne, mais parce que personne ne m'avait appelé. Thomas n'a pas envoyé de SMS, pas de mail, pas un seul mot, je suppose que Chloé lui avait dit de ne pas le faire, ou peut-être pire, peut-être qu'il s'en fichait tout simplement. Je continuais à penser à ce dîner, à la façon dont il riait, à la façon dont il riait.
J'ai élevé ce garçon seul après le départ de mon ex-mari, j'ai abandonné ma carrière, mes projets, moi-même, j'ai nettoyé des chambres d'hôtel la nuit et fait de la mise en rayon au supermarché à l'aube juste pour garder un toit au-dessus de nos têtes. Et quand mes parents sont décédés et m'ont laissé l'argent de l'assurance vie, j'ai tout utilisé pour acheter une maison, un foyer. Je n'ai jamais demandé de loyer, je ne l'ai jamais fait payer un centime, et d'une manière ou d'une autre, dans la version du monde de Chloé, j'étais devenue l'aide ménagère. J'ai commencé à écrire la nuit dans de vieux cahiers à spirale, le genre que j'achetais pour Thomas au collège, je remplissais page après page, pas pour être lu, juste pour moi. J'écrivais des choses que je n'avais jamais dites à voix haute, sur la façon dont j'attendais dans la cuisine qu'ils disent merci, sur la façon dont je pleurais dans le garage quand ils sortaient dîner sans m'inviter. Sur la façon dont je faisais semblant de dormir pour ne pas les entendre se moquer de mes émissions de télé dans le salon que je payais. Et puis un jour, en cherchant une ampoule dans le placard du débarras, j'ai trouvé la vieille malle en métal que Suzanne gardait sous sa machine à coudre, lourde, rouillée. Je l'ai forcée, m'attendant à trouver du fil et des boutons, au lieu de cela, j'ai trouvé des enveloppes, des douzaines, et une en particulier qui a tout changé. Elle m'était adressée avec l'écriture familière de Suzanne, datée d'il y a près de 30 ans, « Si tu lis ceci, cela signifie que tu es revenu, et je suis désolé que tu aies eu à le faire. » Mon cœur battait la chamade alors que je dépliais les pages, elles étaient jaunies, fragiles. À l'intérieur se trouvaient des copies de formulaires d'hôpital, des notes et une seule photo d'un nouveau-né enveloppé dans une couverture d'hôpital, ce n'était pas Thomas. Il y avait un nom, Nicolas Dubois. J'ai lu la lettre 3 fois avant qu'elle ne prenne sens. Suzanne avait été infirmière à la clinique où Thomas est né, elle disait qu'elle avait toujours eu des doutes, qu'elle avait vu quelque chose d'étrange à la maternité la nuit où j'ai accouché, un changement de chambre de dernière minute. Une confusion avec les bracelets de naissance, mais le temps qu'elle soulève le problème, il était trop tard, les bébés étaient déjà rentrés chez eux. Elle ne m'avait jamais rien dit, elle disait qu'elle avait peur, qu'elle espérait se tromper, mais des années plus tard, elle a trouvé un document enfoui dans les archives, un règlement discret de la clinique versé à une autre famille, et c'est là qu'elle a su que Thomas n'était pas mon fils. Mes mains tremblaient, j'ai cru que j'allais m'évanouir, je fixais la photo, le nom Nicolas Dubois. Mon esprit refusait de le traiter parce que si c'était vrai, qui était Thomas? Qui étais-je pour lui? Et puis quelque chose d'étrange s'est produit, je n'ai pas ressenti de chagrin, je n'ai pas ressenti de rage, je me suis senti libre. Pas parce que je n'aimais pas Thomas, mais parce que soudain, toutes ces années de douleur, à me sentir comme une étrangère dans ma propre vie, prenaient tout leur sens. Peut-être que cette froideur que j'avais toujours sentie de sa part, peut-être qu'elle n'était pas imaginée, peut-être qu'il s'était toujours senti comme un étranger, et peut-être que je n'étais pas folle après tout. J'ai passé le reste de la nuit à lire chaque papier dans cette malle, Suzanne avait tout gardé, rapport ADN, déclaration sous serment, un petit article sur la famille Dubois, prospère, éduqué, local, et vivant toujours dans la même ville. Mon vrai fils avait été ici tout ce temps, grandissant à quelques kilomètres de là. J'ai replié les lettres soigneusement, je les ai placées dans une nouvelle enveloppe et je les ai mises dans le tiroir de ma table de nuit. Ensuite, je me suis regardé dans le miroir pendant un long moment, je ne reconnaissais pas la femme qui me regardait, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas honte d'elle. Elle était brisée, oui, mais elle se réveillait, et le monde n'avait aucune idée de ce que cela signifiait encore. Il y a une sorte de silence qui ne semble pas paisible, il semble punitif, c'était le genre de silence dans lequel j'ai vécu pendant des semaines après avoir lu la lettre de tante Suzanne. Je ne savais pas quoi faire de cette information, je la portais en moi comme un fil électrique à nu, dangereux à toucher, impossible à ignorer. Je n'ai pas contacté Thomas, je ne suis pas allé chercher Nicolas, j'ai juste existé. Chaque jour, je me réveillais, je faisais une seule tasse de café, je regardais par la fenêtre poussiéreuse de la cuisine et j'essayais de comprendre qui j'étais maintenant. La Madeleine qui avait élevé Thomas n'était pas la même femme que celle qui avait lu ses lettres, cette Madeleine était une mère, une épouse autrefois, une soignante, celle qui donnait tout, mais qui étais-je sans cette identité? Un soir, le chauffage a lâché dans l'appartement, j'ai allumé une bougie et je me suis emmitouflé dans des couvertures, recroquevillé sur le canapé avec les dossiers de l'hôpital sur les genoux. J'ai dû les lire 100 fois, chaque ligne, chaque signature, chaque horodatage, tout concordait, c'était réel. Mon vrai fils, Nicolas Dubois, était né la même nuit que Thomas, dans la même aile d'une clinique qui allait plus tard régler l'affaire discrètement avec une autre famille, espérant que la vérité ne ferait jamais surface. Suzanne avait fait des copies de tout avant de mourir, elle m'avait laissé les pièces d'une vérité qui m'avait été volée.
J'ai ressenti du chagrin, mais pas pour Thomas, je pleurais le temps, les moments que j'aurais pu avoir avec Nicolas, les anniversaires, les rentrées scolaires, les genoux écorchés et les projets de science. Toutes ces choses que je pensais faire pour mon enfant, elles étaient destinées à quelqu'un d'autre. Et pourtant, d'une certaine manière, je ne ressentais pas de haine envers Thomas, mon amour pour lui n'avait pas été biologique, il avait été inconditionnel, ou du moins je le pensais. Mais quand quelqu'un que vous élevez ne vous défend pas, ne vous voit même pas, cela vous force à tout réévaluer. C'était un mardi après-midi quand je me suis enfin ressaisi, je m'étais caché trop longtemps, je n'étais pas prête à affronter Thomas, pas encore, mais je pouvais commencer quelque part de calme. Je suis allé en ville et je me suis tenu de l'autre côté de la rue, face à la petite librairie près de la rue Victor Hugo, librairie du Bois. Elle était peinte en vert foncé avec des inscriptions peintes à la main sur la vitrine, j'étais passé devant des dizaines de fois sans jamais la remarquer. Il était là, Nicolas, je n'ai pas eu besoin de demander, il avait environ 30 ans, peut-être un peu plus, propre sur lui, lunettes de lecture, il aidait une jeune femme à trouver un livre de poésie. Sa voix était douce, patiente, sa posture était gentille mais sûre d'elle. Je suis resté de l'autre côté de la rue, le cœur battant, les yeux fixés sur le fils que je ne savais pas avoir, et j'ai pleuré juste là sur le trottoir, sans sangloter, sans bruit, juste des larmes silencieuses et imparables qui roulaient sur mes joues et dans le col de mon manteau. Je ne suis pas entré, pas ce jour-là, j'ai juste regardé, et puis je l'ai refait le lendemain, et le suivant, c'est devenu un rituel. Je faisais le tour du pâté de maison, je m'asseyais sur le banc près du coin, faisant semblant de consulter mon téléphone ou de boire un café dans un gobelet en carton, et je regardais Nicolas vivre la vie dont je n'avais jamais fait partie. Ce n'était pas du harcèlement, c'était un deuil, mais aussi une préparation, car lentement je commençais à assembler les pièces du puzzle. Pendant que j'étais assise devant cette librairie, j'ai commencé à remarquer des choses, l'horaire des livraisons, les noms des clients, le rythme du magasin. J'observais, oui, mais pas seulement lui, eux aussi, Thomas et Chloé. J'ai commencé à les suivre aussi, subtilement, je connaissais leurs habitudes par cœur. Chloé postait toujours sur les réseaux sociaux en identifiant ses endroits préférés pour le brunch, les studios de yoga et les dégustations de vin. Ce n'était pas difficile de suivre la trace, et ce que j'ai vu m'a donné la nausée, il ne galérait pas, il faisait semblant. L'entreprise de Chloé, une sorte de marque de coaching de vie Chloé s'élève, n'était que de la poudre aux yeux, un espace de bureau loué, des abonnés achetés, des cartes de crédit au plafond pour maintenir les apparences. Et Thomas, il avait quitté son emploi il y a 6 mois, Chloé appelait ça manifester un nouveau chapitre, j'appelais ça du délire. Il construisait un château de cartes et il n'avait aucune idée que le vent se levait. Je n'ai dit à personne ce que j'avais découvert, pas encore. Au lieu de cela, j'ai commencé à tenir un deuxième journal, pas comme le premier rempli d'émotions et de chagrin, celui-ci était stratégique. Date, nom, dépôt d'entreprise, registre public, je n'étais plus seulement en deuil, je planifiais. Il pensait que j'étais partie, invisible, insignifiante, mais j'étais plus présente que je ne l'avais jamais été, et j'étais sur le point de leur rappeler exactement qui j'étais. La première fois que j'ai vu Nicolas de près, je n'ai pas pu parler. C'était un jeudi pluvieux, la librairie était presque vide et il rangeait le rayon des biographies en fredonnant. J'avais traîné dehors trop longtemps et quand il s'est retourné et a regardé à travers la vitrine, nos yeux se sont croisés. Il a fait un sourire poli, accueillant, rien de plus, juste le genre de gentillesse qu'on offre à un étranger, et c'est ce que j'étais pour lui, une étrangère. Mon cœur s'est serré, je me suis détourné rapidement, faisant semblant de vérifier mon téléphone, mais mes mains tremblaient trop fort pour que ce soit convaincant. J'ai marché vite, tournant au coin de la rue, atteignant à peine la voiture avant que les larmes ne viennent. Comment dire à quelqu'un que toute sa vie a commencé par une erreur? Comment regarder un homme adulte dans les yeux et dire « tu n'es pas qui tu penses être, et moi non plus ?» Je suis rentré chez moi et j'ai ressorti la lettre de Suzanne, je l'ai relue 3 fois. Elle n'avait pas seulement découvert la vérité, elle avait enquêté, le nom Nicolas Dubois n'était pas une supposition, c'était confirmé, elle avait trouvé les papiers du règlement financier. La clinique ne m'avait jamais rien dit parce que je n'étais jamais censé savoir, et les Dubois, ils devaient savoir quelque chose, peut-être pas toute la vérité, mais assez pour accepter un paiement silencieux. Mais je n'étais pas là pour me venger d'eux, je n'étais même pas sûr de pourquoi j'étais là, je voulais juste le connaître pour voir si la douleur dans ma poitrine pouvait être comblée par la réalité de qui il était. Alors, j'y suis retourné, j'ai commencé petit, j'ai acheté un livre. Nicolas m'a encaissé lui-même,
bon choix, a-t-il dit avec un sourire, difficile à trouver de nos jours. Sa voix était chaleureuse, familière d'une manière qui me serrait la gorge, il m'a tendu le sac, ses doigts effleurant les miens une seconde. J'ai hoché la tête, vous êtes le propriétaire? En quelque sorte, a-t-il dit, mes parents m'ont aidé à démarrer, ils sont à la retraite maintenant, alors je m'occupe d'ici. Bien sûr qu'il l'avait aidé, bien sûr qu'il avait du soutien, pas comme Thomas qui n'avait rien eu d'autre que mon sang, ma sueur et mes sacrifices, et qui s'était retourné pour faire de moi une blague. Nicolas avait des parents, mais pas moi, et Thomas m'avait eu, mais n'avait jamais voulu ce que je lui donnais. L'univers avait mélangé le puzzle et nous avait tous laissé saigner sur les mauvaises pièces. J'ai commencé à visiter la librairie tous les quelques jours, décontracté, parfois j'achetais un roman, parfois je flânais juste. Nicolas a commencé à me reconnaître, il disait encore vous avec ce sourire facile. Nous échangions des banalités, la météo, les livres, les événements locaux, je ne lui ai jamais dit mon nom, pas encore, ce n'était pas le moment. Pendant ce temps, dans l'ombre de mon ancienne vie, les choses bougeaient. Thomas m'a envoyé un message, un texto qui disait « Maman, ça va ?» Rien de plus. Après 3 semaines de silence, c'est ce que j'ai reçu. Je n'ai pas répondu, je n'avais plus rien à dire, mais j'ai commencé à regarder plus profondément dans leur monde. J'ai sorti l'acte de propriété de la maison, il était toujours à mon nom. Chloé avait essayé de renégocier le prêt sans ma permission, refusé, elle ne pouvait pas payer les échéances. Thomas n'avait aucun revenu. J'aurais pu les expulser sur le champ, mais cela aurait été trop facile. Non, j'avais besoin qu'ils ressentent le lent effritement, la peur, la réalisation que les fondations sur lesquelles ils se tenaient n'étaient pas seulement fragiles, elles appartenaient à quelqu'un d'autre entièrement, moi. Chaque nuit j'écrivais, mon nouveau journal était méticuleux, chaque reçu, chaque conversation, chaque fois que Nicolas mentionnait un passe-temps, un auteur préféré, un souvenir d'enfance, je le notais. Pas pour l'utiliser contre lui, mais pour comprendre le fils que je n'avais jamais pu élever. Et entre les lignes, je commençais à voir la vérité plus clairement que jamais auparavant. Thomas ne me traitait pas mal parce qu'il avait été échangé à la naissance, il me traitait mal parce qu'il l'avait choisi, parce que Chloé lui en donnait la permission, parce que quelque part en chemin, il avait cessé de me voir comme quelqu'un à respecter pour me voir comme quelqu'un à mépriser. Mais Nicolas, il ne me connaissait pas du tout, et pourtant il me traitait avec plus de gentillesse en 5 minutes que Thomas en 5 ans. Je n'étais pas prête à lui dire, pas encore, mais j'étais proche, et quand le moment viendrait, je ne lui dirais pas juste qui j'étais, je lui dirais tout sur l'hôpital, sur l'échange, sur la vie qui nous avait été volée à tous les deux. Mais d'abord, je devais finir de regarder l'effondrement de la vie que j'avais déjà laissé derrière moi, parce qu'une fois la dernière pièce tombée, je ne regarderais plus en arrière. Je n'avais jamais prévu de devenir une ombre dans ma propre histoire, mais parfois la seule façon de voir les gens clairement est de sortir de la lumière. Après ce jour à la librairie, les choses ont changé en moi, pas soudainement, mais comme un lent lever de soleil rampant sur un champ gelé, calme, inéluctable. Je n'ai rien précipité, je n'essayais pas seulement de renouer avec un fils que je n'avais jamais connu, j'essayais de me réapproprier moi-même. J'ai commencé à marcher la tête un peu plus haute, à parler un peu plus fort. J'ai acheté un ordinateur portable d'occasion et j'ai commencé à taper mes notes dans des fichiers, preuves, chronologie, non. Ce n'était plus un journal intime, c'était une stratégie, de la survie. Et une chose est devenue claire comme de l'eau de roche, le monde de Thomas et Chloé tenait avec du ruban adhésif et des mensonges. La maison où ils vivaient, ma maison, était toujours à mon nom. L'entreprise de style de vie de Chloé, Chloé s'élève, était un empire fabriqué, faux clients, faux témoignages, elle avait bâti une marque sur des mots à la mode et des filtres. Vendant des conseils de développement personnel tout en conduisant une voiture de luxe en leasing qu'elle ne pouvait pas s'offrir. J'ai trouvé les documents de la société en ligne, j'ai vérifié les impôts, j'ai regardé les avis sur l'entreprise, chaque poste qu'elle faisait était mis en scène, chaque événement auquel ils assistaient était une séance photo, et derrière tout ça, il y avait la dette, tellement de dettes. Carte plafonnée, un prêt privé en défaut de paiement, le prêt étudiant de Thomas toujours impayé. Ils étouffaient sous une montagne de factures mais étaient trop fiers pour dire un mot, ou peut-être trop arrogants. C'est là que j'ai su que si je tirais juste une ficelle, tout tomberait. Mais je ne l'ai pas fait, pas encore, parce que j'avais une étape de plus à franchir d'abord, Nicolas. Je visitais toujours la librairie et il ne savait toujours pas qui j'étais, mais chaque interaction ébréchait la peur. Nous parlions de livres, de la vie, de petites choses, séries télé,
bon café, bruit de la ville. Une fois, nous nous sommes assis au petit café d'à côté et il m'a raconté comment il avait failli devenir professeur, mais son amour pour les livres l'avait attiré vers le commerce. Vous me rappelez quelqu'un, a-t-il dit une fois en sirotant son thé, quelqu'un que je n'arrive pas à situer. J'ai souri, peut-être une bibliothécaire? Il a ri, peut-être. Ce moment est resté avec moi pendant des jours. Je ne l'aimais pas seulement, je le reconnaissais, pas seulement par le dossier que j'avais lu ou la photo que Suzanne m'avait laissée, mais dans la façon dont il traitait les gens, dans la façon dont il écoutait, la force tranquille en lui, cela ressemblait à la mienne, c'était dans sa posture. Son calme, sa présence. J'ai commencé à rêver d'une vie différente, une où je l'aurais élevé, une où nous faisions des gâteaux dans la cuisine, où je l'emmenais au match de foot et l'encourageais depuis le bord du terrain. Je pouvais l'imaginer si vivement que ma poitrine me faisait mal, mais je ne pouvais pas revenir en arrière, alors j'ai planifié pour la suite. La première chose que j'ai faite a été d'appeler une avocate, pas pour la vengeance, pour la justice. Je voulais que la maison soit vendue, j'avais tous les droits légaux dessus, j'avais payé l'apport, payé chaque facture, et je n'avais jamais signé de transfert de propriété. Thomas avait toujours dit on mettra ça à mon nom plus tard, pas d'urgence, bien sûr qu'il n'y avait pas d'urgence pour lui, je payais tout. Maintenant, je voulais récupérer mon nom, mes droits, mon foyer, sinon physiquement, du moins légalement. J'ai rencontré une avocate en centre-ville, une femme d'environ mon âge, vive et directe, elle a écouté sans juger. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle a hoché la tête lentement et a dit nous déposerons la requête cette semaine. J'ai signé les papiers d'une main ferme. Ce soir-là, je suis passé devant la maison, la lumière du porche était allumée, Chloé était assise sur la balancelle, faisant défiler son téléphone, un verre de vin à la main. À l'intérieur, Thomas était sur le canapé à jouer aux jeux vidéo, leur vie était en pilote automatique, aucune idée que le sol sous eux bougeait déjà. Ce n'était pas pour les punir, c'était pour rétablir l'équilibre, et quand la maison serait vendue, ils ressentiraient ce que j'avais ressenti pendant des années, l'impuissance. Et peut-être, juste peut-être, qu'ils comprendraient ce que signifiait être jeté. Je n'ai pas claqué les portes, je n'ai pas crié, j'ai juste regardé, attendu et je suis parti. Le premier domino était tombé et aucun d'eux ne le savait encore. J'ai toujours cru que le silence est plus fort que le bruit, que la vraie force n'est pas dans la force avec laquelle on se bat, mais dans la profondeur avec laquelle on sait qu'on a raison. Le jour où l'avis officiel a été envoyé à Thomas et Chloé, j'étais assise dans un café près du palais de justice, remuant du miel dans mon thé avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Mon avocate a dit qu'il le recevrait à 10h. À 10h15 précise, mon téléphone a vibré. Thomas. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il arrête de sonner, puis je l'ai retourné et j'ai laissé le silence parler pour moi. Ce n'était pas que je ne voulais pas entendre sa voix, je n'étais juste pas prête à l'entendre mentir. Plus tard cet après-midi-là, j'ai vérifié mes emails et j'ai vu son message, ce n'était pas long, juste maman, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, appelle-moi, Chloé pète un plomb. Bien sûr qu'elle pétait un plomb, le crédit était dû et maintenant il ne pouvait pas renégocier parce que la personne qu'il pensait trop faible pour compter était celle qui détenait l'acte de propriété et il n'avait rien vu venir. Une semaine plus tard, j'ai eu un autre appel, Chloé cette fois, je ne lui ai pas répondu non plus. Elle a laissé un message vocal, son ton tendu, à peine contrôlé, Madeleine, il faut vraiment qu'on parle, tout ça c'est juste. C'est un malentendu. Thomas dit que tu traverses une passe difficile et nous sommes là pour te soutenir, mais tu mets nos vies en danger et ce n'est pas juste. J'ai écouté 2 fois, elle a appelé la maison nos vies. Mon silence est devenu plus tranchant, plus délibéré. Ils ne comprenaient pas encore, mais ils allaient comprendre. 2 jours plus tard, Thomas s'est présenté à mon appartement, je l'ai vu par le Judas avant même qu'il ne frappe. Cheveux non peignés, cernes sous les yeux, un homme en train de s'effondrer. Je n'ai pas ouvert la porte, il est resté là un long moment, a frappé une fois, puis encore, puis a dit maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je me tenais de l'autre côté, ma main sur la poignée, mais je ne l'ai pas tournée. Je l'ai laissé s'asseoir dans l'inconfort de ne pas être entendu, tout comme je l'avais fait pendant des années. La semaine suivante, mon avocate a finalisé les papiers pour mettre la maison en vente. Je recevrai tout le bénéfice, chaque centime, légalement, éthiquement, émotionnellement, tout était à moi. Chloé a essayé de contester, elle a prétendu avoir contribué à la valeur. Mon avocate a souri et a dit qu'elle le prouve au tribunal.
Elle ne pouvait pas parce qu'elle n'avait jamais investi dans rien d'autre que les apparences, et maintenant celle-ci s'effritait un filtre après l'autre. La nouvelle s'est répandue, les parents de Chloé ont arrêté de commenter ses publications sur les réseaux sociaux, les clients ont commencé à se désister. Elle a fait une vidéo essayant d'expliquer l'injustice de la loi sur la propriété générationnelle, les gens ont vu clair dans son jeu. Et moi, je n'ai rien posté, j'ai juste continué à aller à la librairie de Nicolas. Nous avons repris un café, parlé d'un vieux roman que nous aimions tous les deux, il m'a recommandé des mémoires, c'est sur le deuil, a-t-il dit, mais aussi le pardon. J'ai hoché la tête, avalant la boule dans ma gorge, je pense que vous aimeriez, a-t-il ajouté. Peut-être que j'aimerais, mais pas encore, je n'avais fini ni mon deuil ni mon pardon. À la maison, j'ai commencé à mettre en carton de vieilles photos, des images de Thomas bébé, des portraits scolaires, des fêtes d'anniversaire où j'avais fait tout le travail sans aucun mérite. Je ne les ai pas jetés, mais je les ai rangés parce que la femme qui avait passé sa vie à tout donner était partie, et la femme qui prenait sa place, elle n'était pas en colère, elle était éveillée. Les papiers étaient signés, la maison allait être mise sur le marché, et quelque part dans cette librairie verte à l'autre bout de la ville, mon vrai fils riait à une remarque d'un client, complètement inconscient que sa vie était sur le point de changer aussi. Parce que toutes les pertes ne sont pas des tragédies, certaines sont des débuts déguisés. Je pensais que le chagrin arrivait d'un coup, comme un accident de voiture ou une porte qui claque, mais ce n'est pas comme ça, pas toujours. Parfois, ça vient lentement, comme de l'eau qui fuit à travers un toit, goutte après goutte, jusqu'au jour où tout le plafond s'effondre, et Thomas, il se tenait enfin sous le déluge. La nouvelle l'avait atteint à ce moment-là, la maison était officiellement listée. Le masque que Chloé portait s'était effrité, son entreprise exposée, sa réputation en lambeaux, et n'ayant nulle part où rejeter la faute, Thomas a fait ce qu'il faisait toujours, il est venu en courant vers moi. J'ai entendu frapper avant de le voir, c'était un après-midi calme, je finissais juste une tasse de thé quand le son a résonné dans l'appartement. 3 coups doux, hésitants, comme quelqu'un qui ne savait pas s'il serait accueilli ou rejeté. J'ai ouvert la porte lentement, il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, mal rasé, plus maigre que dans mon souvenir, chemise froissée comme s'il l'avait ramassée par terre. « Maman, dit-il, la voix brisée, je peux entrer ?» Je n'ai pas répondu, je me suis juste écarté. Il est entré et s'est tenu au milieu de la pièce comme s'il ne savait pas quoi faire de son corps. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Finalement, il a craqué. « Pourquoi tu fais ça ?» a-t-il demandé, « à nous ?» J'ai failli rire, nous, comme s'il y avait eu un nous depuis des années. Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui, calme, composé. Je ne te fais rien, Thomas, je fais quelque chose pour moi. Sa mâchoire s'est serrée, tu vends la maison, ma maison, j'ai grandi là-bas. Et tu l'as donné, dis-je, ma voix basse, tu as laissé ta femme me transformer en boniche, tu as regardé faire, tu as ri, tu ne t'es jamais excusé. Il n'a pas nié, il a juste regardé le sol. Je pensais que tu étais juste dramatique, a-t-il marmonné, je ne savais pas que ça te blessait comme ça. Je l'ai fixé, c'est ça le problème, Thomas, tu n'as jamais pris la peine de savoir ce qui me blessait, tu as juste supposé que je serais toujours là à nettoyer derrière toi, à payer tes factures, à hocher la tête pendant que tu laissais cette femme détruire qui j'étais. Il a tressailli, Chloé n'est pas qui je pensais qu'elle était. Ce n'est pas une nouvelle pour moi. Il m'a enfin regardé, ses yeux étaient vitreux maintenant, j'ai tout perdu. Je n'ai pas cligné des yeux, non, tu as tout donné. Le silence s'est étendu entre nous. Tu me manques, chuchota Théil. Je me suis redressé, je t'ai élevé, dis-je, nourri, habillé, je me suis sacrifié pour toi, et tu m'as laissé être humilié dans la maison que j'ai achetée. Sa lèvre tremblait, je pensais que tu nous aidais, je pensais qu'on construisait quelque chose. Vous avez construit un mensonge, dis-je, et maintenant il s'effondre. Il s'est levé alors, faisant les 100 pas dans la pièce, alors c'est tout ? Tu pars juste comme ça ? Je me suis levé, j'ai marché vers le tiroir près de la cuisine et j'ai sorti l'enveloppe que Suzanne m'avait laissée. Je l'ai tenue dans mes mains. Je vais te dire quelque chose maintenant, dis-je, et j'ai besoin que tu écoutes, vraiment écouter. Il a hoché la tête, confus. Je lui ai tendu l'enveloppe, ce sont tes documents de naissance, lis-les. Il s'est assis, l'a ouverte lentement, son front s'est plissé, puis est tombé. Il a lu la lettre, les dossiers de l'hôpital, le test ADN que Suzanne avait discrètement commandé après toutes ces années. Il a levé les yeux vers moi, les yeux écarquillés, c'est. Ce n'est pas possible.
Si, ça l'est. Tu es en train de dire que je ne suis pas ton fils. Je dis que tu n'es pas né de moi, mais je t'ai élevé comme si tu l'étais, je t'ai donné chaque morceau de moi, même quand tu n'en voulais pas. Il est devenu pâle, alors qui? Qui est ton vrai fils? Je n'ai pas répondu. Il est resté assis là, sous le choc, la bouche ouverte, les pages tremblant dans ses mains. Je ne sais plus qui je suis, a-t-il chuchoté. Maintenant tu sais ce que j'ai ressenti, ai-je dit. Pendant des années, il n'avait pas pleuré, pas vraiment, mais quelque chose en lui s'est brisé et je l'ai vu arriver. Pas avec colère, pas avec satisfaction, juste la paix, parce que j'avais enfin dit ce qui devait être dit. Je l'ai raccompagné à la porte, il s'est retourné, les yeux implorants, on peut arranger ça? J'ai croisé son regard, je ne sais pas, dis-je, mais ce n'est plus mon travail d'essayer. Et j'ai fermé la porte doucement derrière lui, pas avec méchanceté, mais avec finalité, parce que pour la première fois de ma vie, je n'étais pas celle qui la tenait ouverte. Il m'a fallu 3 jours pour décider comment j'allais le faire. J'ai répété la conversation devant le miroir, dans ma voiture, même dans la queue au supermarché, la main crispée sur un panier d'oranges, chuchotant des phrases que je pouvais à peine finir. Je suis ta mère, il y a eu une erreur, tu as vécu une vie qui n'était pas censée être la tienne, et moi aussi. Mais rien ne sonnait juste, parce que comment lâcher une vérité pareille dans la vie de quelqu'un et s'attendre à ce qu'il survive à l'impact? Pourtant, je devais essayer. Nicolas était dans la librairie comme toujours, la lumière à l'intérieur tombait par les fenêtres en rayons dorés, adoucissant les étagères et dispersant les ombres sur le parquet. Cela ressemblait à un espace sacré, un endroit où la vérité avait sa place. Quand il a levé les yeux et souri, j'ai failli faire demi-tour, mais je ne l'ai pas fait. Et, dit-il, vous arrivez au bon moment, on vient de recevoir un nouveau lot d'éditions rares de poésie. J'ai avalé la boule dans ma gorge, en fait, dis-je, je suis venu pour parler. Il m'a étudié une seconde, sentant quelque chose dans ma voix, bien sûr, venez par ici. Il m'a conduite par une porte latérale vers une petite salle de pause, une bouilloire sur le comptoir, un canapé dépareillé, une table ébréchée, la vraie vie, pas de filtre. Nous nous sommes assis. Je viens ici pour une raison, ai-je commencé en me tordant les mains. Je m'en doutais, dit-il doucement. Ah bon? Vous n'êtes pas exactement là pour les livres. J'ai eu un petit rire triste, non, en effet. Puis j'ai sorti l'enveloppe, la lettre de Suzanne, les dossiers de naissance, la preuve ADN, et je les ai posés sur la table entre nous. C'est quoi, a-t-il demandé, prudent. Quelque chose qui va tout changer. Il m'a regardé, attendant. Il y a 30 ans, dis-je, la voix brisée, il y a eu une erreur à la clinique, 2 bébés échangés à la naissance. Ses sourcils se sont froncés, la confusion s'épanouissant sur son visage. Mon fils, dis-je, a été donné à une autre famille, il est devenu très immobile, et le leur m'a été donné. Il n'a rien dit pendant un long moment. Je l'ai élevé, ai-je continué, aimé avec tout ce que j'avais, mais il ne m'aimait pas en retour, pas vraiment. Ses yeux cherchaient les miens, connectant lentement les pièces que je ne disais pas à voix haute. Vous pensez que je suis. Je sais que tu le es. Il a baissé les yeux vers l'enveloppe, l'a prise avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient les documents, la chronologie, l'explication, la lettre de Suzanne avec sa confession silencieuse. Il a lu en silence, chaque seconde s'étirant éternellement. Quand il a fini, il ne m'a pas regardé tout de suite, il a juste posé les papiers, ses doigts reposant toujours sur les bords comme s'il avait besoin de s'accrocher à quelque chose. C'est énorme, a-t-il finalement dit. Je sais, et vous êtes Madeleine? Oui. Il a levé les yeux, ses yeux vitreux, je ne ressens rien, pas encore. Tu n'as pas à le faire, dis-je, je ne suis pas là pour demander une place dans ta vie, je suis juste. Je voulais que tu saches, j'avais besoin que tu saches. Il a hoché la tête lentement, pourquoi maintenant? Parce que je ne pouvais plus vivre avec le silence, parce que la vérité méritait de respirer. Il s'est penché en arrière, expirant fort, j'ai des parents, ils m'ont bien élevé. Je sais. Je les aime. Je ne te demanderai jamais de ne pas les aimer. Nous sommes restés assis dans cette petite pièce entourée de livres et de l'odeur du vieux papier et du thé à la menthe, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le soulagement. Pas de la joie, pas une conclusion, mais la liberté de ne plus porter quelque chose de si lourd toute seule. Il s'est levé après un moment, faisant les 100 pas lentement.
Je ne sais pas quoi faire de ça, a-t-il dit honnêtement. Moi non plus, mais je ne vous déteste pas. Les larmes ont rempli mes yeux, c'est plus que ce que j'espérais. Il s'est tourné pour me faire face à nouveau, vous n'étiez pas obligé de venir, mais vous l'avez fait. Je ne savais pas comment ne pas le faire, dis-je. Il a hoché la tête à nouveau, une compréhension silencieuse s'installant entre nous. On peut y aller doucement, a-t-il demandé, je ne veux pas faire de ça quelque chose que ce n'est pas. Je ne demanderai rien d'autre. Il m'a fait un sourire faible, fragile, vous voulez rester pour le thé? J'ai souri en retour, j'aimerais beaucoup. Nous n'avons pas reparlé des dossiers cet après-midi-là, nous avons parlé de livres et de météo, et de comment il détestait le bruit des carillons mais aimait la pluie. Et bien que le passé soit toujours assis entre nous, non ouvert et à vif, nous avions commencé quelque chose. Pas une relation, pas encore, mais peut-être, juste peut-être, un début. Au moment où l'automne est arrivé, les feuilles n'étaient pas les seules choses à changer. La maison s'est vendue plus vite que prévu, j'ai obtenu le prix total demandé, plus que je ne l'imaginais. Thomas et Chloé devaient quitter les lieux sous 30 jours, pas d'extension, pas de renégociation. Je ne les ai pas expulsés par colère, je les ai expulsés par nécessité parce que cette maison avait été ma prison trop longtemps. Et les regarder emballer leur vie d'instagrammable carton par carton, sachant que chaque coussin, plante et babiole de créateurs avait été acheté sur du temps emprunté, c'était comme regarder un décor de théâtre être démonté. La pièce était finie, l'illusion partie. Le jour où le camion de déménagement est venu, je suis passé en voiture, je ne me suis pas arrêté, j'ai juste regardé de loin Chloé aboyer des ordres aux déménageurs, ses lunettes de soleil cachant ce qui restait de sa fierté. Thomas se tenait sur la pelouse, le téléphone collé à l'oreille, tournant en rond. Je me demande s'il a jamais pensé qu'il verrait ce jour, je me demande s'il savait que je serais celle qui l'amènerait. Leur chute n'a pas été dramatique, il n'y a pas eu de cris, pas de scandale aux informations locales, mais elle a été complète. Les parents de Chloé ont retiré leur soutien financier, son entreprise a perdu tous ses sponsors majeurs, sa marque, autrefois impeccable, faisait maintenant l'objet de chuchotements dans les coins de la ville. La femme qui avait ri de moi dans ma propre cuisine ne pouvait maintenant plus se permettre sa gamme de soins hors de prix ou son matcha quotidien. Thomas a essayé de trouver un emploi, n'importe quel emploi, mais sans diplôme, sans référence et sans expérience récente, les portes ne s'ouvraient pas. Il a emménagé dans un petit appartement en périphérie de la ville, j'ai entendu ça par l'avocate, je n'ai pas demandé, mais je n'ai pas non plus célébré parce que ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de vérité, de conséquences. Pendant ce temps, ma vie devenait doucement, régulièrement, quelque chose de nouveau. Nicolas et moi continuions à nous voir, toujours décontractés, café, discussions littéraires, articles partagés et petits commentaires sur la vie. Il m'a demandé une fois ce que j'écrivais, et je lui ai dit que j'avais commencé à travailler sur mes mémoires, que j'avais une histoire à raconter, même si je ne la publiais jamais. Il a dit, vous devriez, les histoires comme ça comptent. Il ne m'appelait toujours pas maman, et je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse, ce n'était pas le but. Nous construisions quelque chose non par obligation, mais par choix, et cela faisait toute la différence. Un après-midi, nous avons traversé le marché ensemble, il a pris un pot de confiture de pommes et haricots, ma mère faisait ça chaque automne. Quelque chose dans la façon dont il a dit ma mère, ça n'a pas piqué, ça semblait correct, naturel, juste, parce qu'il avait une mère et j'avais un fils qui ne m'avait pas vu avant qu'il ne soit trop tard. Certains soirs, je m'asseyais seul avec mon thé, me demandant si Thomas dormait sur un matelas ou par terre, si Chloé portait toujours ses robes en soie, s'ils se regardaient maintenant et voyaient toutes les choses qu'ils avaient ignorées avant. Il ne me manquait pas, l'idée de ce que nous étions censés être me manquait, mais un chagrin comme celui-là, c'est une ombre, ça s'efface petit à petit, et la fierté grandit, surtout quand on apprend à s'aimer soi-même plus qu'on aime leur approbation. J'ai traversé mon ancien quartier une dernière fois avant que la vente ne soit conclue, pas pour le hanter, juste pour dire au revoir. Je suis passé devant l'école que Thomas fréquentait, le parc où je le poussais sur les balançoires, le supermarché où je comptais les bons de réduction pour lui offrir ses céréales préférées. Et j'ai tout laissé partir parce que j'avais donné tout ce que j'avais à une famille qui n'avait jamais rien donné en retour. Et maintenant je donnais à quelqu'un qui ne m'appellerait peut-être jamais maman, mais qui me regardait toujours avec gentillesse, avec curiosité, avec respect. Parfois, on n'a pas besoin de rédemption, on a juste besoin de paix, et je commençais enfin à la ressentir.